Une base de sous-marins américains récemment rénovée, en construction depuis des années, était devenue opérationnelle et de plus en plus de sous-marins américains étaient désormais en mesure de travailler en étroite collaboration avec leurs collègues norvégiens pour surveiller et espionner une importante redoute nucléaire russe à 250 km à l'est, sur la péninsule de Kola. L'Amérique a également considérablement agrandi une base aérienne norvégienne dans le nord, et livré à l'armée de l'air norvégienne une flotte d'avions de patrouille P-8 Poséidon, construit par Boeing pour renforcer son espionnage à longue portée sur tout ce qui concerne la Russie. En retour, le gouvernement norvégien a irrité les libéraux et certains modérés de son parlement en novembre dernier, en adoptant l'accord supplémentaire de coopération en matière de défense, SDCA. En vertu du nouvel accord, le système juridique américain aurait compétence dans certaines zones convenues dans le Nord, sur les soldats américains accusés de crimes hors de la base, ainsi que sur les citoyens norvégiens, accusés ou soupçonnés d'interférer avec le travail à la base. La Norvège a été l'un des premiers signataires du traité de l'OTAN en 1949, au début de la guerre froide. Aujourd'hui, le commandant suprême de l'OTAN est Jens Stoltenberg, un anticommuniste convaincu, qui a été Premier ministre de la Norvège pendant 8 ans avant d'accéder à son poste élevé à l'OTAN, avec le soutien des États-Unis, en 2014. Il était un partisan de la ligne dure sur tout ce qui concernait Poutine et la Russie. Il avait coopéré avec la communauté du renseignement américaine depuis la guerre du Vietnam, et on lui a fait entièrement confiance depuis. Il est le gant qui convient à la main américaine, a déclaré la source. De retour à Washington, les planificateurs savaient qu'ils devaient aller en Norvège. Ils détestaient les Russes, et la marine norvégienne était pleine de marins et de plongeurs superbes, qui avaient des générations d'expérience dans l'exploration pétrolière et gazière en haute mer très rentable, a déclaré la source. On pouvait également leur faire confiance pour garder la mission secrète. Les Norvégiens avaient peut-être aussi d'autres intérêts. La destruction de Nord Stream, si les Américains pouvaient y parvenir, permettrait à la Norvège de vendre beaucoup plus de son propre gaz naturel à l'Europe. En mars, quelques membres de l'équipe se sont envolés pour la Norvège, pour rencontrer les services secrets et la marine norvégienne. L'une des questions clés était de savoir où exactement dans la mer Baltique était le meilleur endroit pour planter les explosifs. Nord Stream 1 et 2, chacun avec 2 ensembles de pipelines, ont été séparés d'un peu plus d'1 kilomètre sur une grande partie du trajet. Alors qu'ils se dirigeaient vers le port de Greifswald, à l'extrême nord-est de l'Allemagne. La marine norvégienne a rapidement trouvé le bon endroit, dans les eaux peu profondes de la mer Baltique à quelques kilomètres, au large de l'île danoise de Bornholm. Les pipelines étaient distants de plus d'1 mille le long d'un fond marin, qui n'avait que 260 pieds de profondeur. Ce serait bien à la portée des plongeurs, qui, opérant à partir d'un chasseur de mines norvégien de classe Alta, plongeraient avec un mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium coulant de leur réservoir, et des charges, C4, en forme de plantes sur les 4 pipelines avec des couvercles de protection en béton. L'une des questions clés était de savoir où exactement dans la mer Baltique était le meilleur endroit pour planter les explosifs. Nord Stream 1 et 2, chacun avec 2 ensembles de pipelines, ont été séparés d'un peu plus d'1 kilomètre sur une grande partie du trajet. Alors qu'ils se dirigeaient vers le port de Greifswald, à l'extrême nord-est de l'Allemagne. La marine norvégienne a rapidement trouvé le bon endroit, dans les eaux peu profondes de la mer Baltique à quelques kilomètres, au large de l'île danoise de Bornholm. Les pipelines étaient distants de plus d'1 mille le long d'un fond marin, qui n'avait que 260 pieds de profondeur. Ce serait bien à la portée des plongeurs, qui, opérant à partir d'un chasseur de mines norvégien de classe Alta, plongeraient avec un mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium coulant de leur réservoir, et des charges, C4, en forme de plantes sur les 4 pipelines avec des couvercles de protection en béton. Ce serait un travail fastidieux, long et dangereux, mais les eaux au large de Bornholm avaient un autre avantage. Il n'y avait pas de courant de marée majeur, ce qui aurait rendu la tâche de plongée beaucoup plus difficile. Après un peu de recherche, les Américains étaient tout là. À ce stade, l'obscur groupe de plongée profonde de la marine à Panama City est de nouveau entré en jeu. Les écoles en haute mer de Panama City, dont les stagiaires ont participé à Ivy Bell, sont considérés comme un marigot indésirable par les diplômés d'élite de l'Académie navale d'Annapolis, qui recherchent généralement la gloire d'être affectés en tant que SEAL, pilote de chasse ou sous-marinier. Si l'on doit devenir une chaussure noire, c'est-à-dire un membre du commandement de navires de surface moins désirable. Il y a toujours au moins un devoir sur un destroyer, un croiseur ou un navire amphibie. Le moins glamour de tous est la guerre des mines. Ces plongeurs n'apparaissent jamais dans les films hollywoodiens, ni sur la couverture des magazines populaires. Les meilleurs plongeurs avec des qualifications de plongée profonde forment une communauté étroite,
Et seuls les meilleurs sont recrutés pour l'opération et on leur dit de se préparer à être convoqués à la CIA à Washington, a déclaré la source. Les Norvégiens et les Américains avaient un emplacement et des agents, mais il y avait une autre préoccupation, toute activité sous-marine inhabituelle dans les eaux au large de Bornholm pourrait attirer l'attention des marines suédoises ou danoises, qui pourraient la signaler. Le Danemark avait également été l'un des premiers signataires de l'OTAN, et était connu dans la communauté du renseignement pour ses liens privilégiés avec le Royaume-Uni. La Suède avait demandé son adhésion à l'OTAN et avait démontré sa grande habileté à gérer ses systèmes de capteurs sonores et magnétiques sous-marins qui suivaient avec succès les sous-marins russes, qui apparaissaient occasionnellement dans les eaux reculées de l'archipel suédois, et étaient forcés de remonter à la surface. Les Norvégiens se sont joints aux Américains pour insister sur le fait que certains hauts fonctionnaires au Danemark et en Suède devaient être informés en termes généraux des éventuelles activités de plongée dans la région. De cette façon, quelqu'un de plus haut placé pourrait intervenir et garder un rapport hors de la chaîne de commandement, isolant ainsi l'exploitation du pipeline. Ce qu'on leur a dit et ce qu'ils savaient était délibérément différent, m'a dit la source. L'ambassade de Norvège, invitée à commenter cette histoire, n'a pas répondu. Les Norvégiens ont été la clé pour résoudre d'autres obstacles. La marine russe était connue pour posséder une technologie de surveillance, capable de repérer et de déclencher des mines sous-marines. Les engins d'explosifs américains devaient être camouflés de manière à ce qu'ils apparaissent au système russe, comme faisant partie de l'arrière-plan naturel, ce qui nécessitait de s'adapter à la salinité spécifique de l'eau. Les Norvégiens avaient une solution. Les Norvégiens avaient également une solution à la question cruciale du moment où l'opération devait avoir lieu. Chaque mois de juin, depuis 21 ans, la 6e flotte américaine, dont le navire amiral est basé à Gaeta, en Italie, au sud de Rome, parraine un exercice majeur de l'OTAN en mer Baltique impliquant des dizaines de navires alliés dans toute la région. L'exercice actuel, organisé en juin, serait connu sous le nom d'opération BALT 22 ou BALTOP 22. Les Norvégiens ont proposé que ce soit la couverture idéale pour planter les mines. Les Américains ont fourni un élément essentiel. Ils ont convaincu les planificateurs de la 6e flotte d'ajouter un exercice de recherche et développement au programme. L'exercice, rendu public par la marine, impliquait la 6e flotte en collaboration avec les centres de recherche et de guerre de la marine. L'événement en mer se tiendrait au large des côtes de l'île de Bornholm et impliquerait des équipes de plongeurs de l'OTAN posant des mines, des équipes concurrentes utilisant les dernières technologies sous-marines pour les trouver et les détruire. C'était à la fois un exercice utile et une couverture ingénieuse. Les garçons de Panama City feraient leur travail et les explosifs, ces 4, seraient en place à la fin des BALTOP 22, avec une minuterie de 48 heures attachée. Tous les Américains et Norvégiens seraient partis depuis longtemps à la première explosion. Les jours comptaient. L'horloge tournait et nous approchions de la mission accomplie, a déclaré la source. Et puis, Washington a eu des doutes. Les bombes seraient toujours posées pendant les BALTOP, mais la Maison-Blanche craignait qu'une fenêtre de 2 jours pour leur détonation ne soit trop proche de la fin de l'exercice, et il serait évident que l'Amérique avait été impliquée. Au lieu de cela, la Maison-Blanche avait une nouvelle demande: les gars sur le terrain peuvent-ils trouver un moyen de faire sauter les pipelines plus tard sur commande? Certains membres de l'équipe de planification ont été irrités et frustrés par l'indécision apparente du président. Les plongeurs de Panama City s'étaient entraînés à plusieurs reprises à planter le C4 sur des pipelines, comme ils le feraient pendant BALTOP, mais maintenant l'équipe norvégienne devait trouver un moyen de donner à Biden ce qu'il voulait, la possibilité d'émettre un ordre d'exécution réussi à un moment de son choix. Être chargé d'un changement arbitraire de dernière minute était quelque chose que la CIA avait l'habitude de gérer. Mais cela a également renouvelé les inquiétudes partagées par certains quant à la nécessité et à la légalité de l'ensemble de l'opération. Les ordres secrets du président ont également évoqué le dilemme de la CIA à l'époque de la guerre du Vietnam, lorsque le président Johnson, confronté à un sentiment croissant anti-guerre du Vietnam, a ordonné à l'agence de violer sa charte qui lui interdisait spécifiquement d'opérer en Amérique en espionnant les dirigeants anti-guerre pour déterminer s'ils étaient contrôlés par la Russie communiste. L'agence a finalement acquiescé, et tout au long des années 1970, il est devenu clair jusqu'où elle était prête à aller. Il y a eu des révélations ultérieures dans les journaux à la suite des scandales du Watergate sur l'espionnage de citoyens américains par l'agence, son implication dans l'assassinat de dirigeants étrangers et son affaiblissement du gouvernement socialiste de Salvador Allende. Ces révélations ont conduit à une série dramatique d'auditions au milieu des années 1970 au Sénat, dirigée par Frank Church de l'Idaho, qui a clairement montré que Richard Helms, le directeur de l'agence à l'époque, acceptait qu'il avait l'obligation de faire ce que le président voulait, même si cela signifiait violer la loi. Dans un témoignage inédit à huis clos,
Helms a tristement expliqué que vous avez presque une conception immaculée lorsque vous faites quelque chose sous les ordres secrets d'un président. Qu'il soit juste que vous l'ayez, ou faux que vous l'ayez, la CIA fonctionne selon des règles et des règles de base différentes de celles de toute autre partie du gouvernement. Il disait essentiellement aux sénateurs qu'en tant que chef de la CIA, il comprenait qu'il travaillait pour la couronne et non pour la Constitution. Qu'il soit juste que vous l'ayez, ou faux que vous l'ayez, la CIA fonctionne selon des règles et des règles de base différentes de celles de toute autre partie du gouvernement. Il disait essentiellement aux sénateurs qu'en tant que chef de la CIA, il comprenait qu'il travaillait pour la couronne et non pour la Constitution. Les Américains au travail en Norvège ont opéré dans la même dynamique et ont consciencieusement commencé à travailler sur le nouveau problème, comment faire exploser à distance les explosifs C4 sur ordre de Biden. C'était une mission beaucoup plus exigeante que ceux de Washington ne l'avaient compris. Il n'y avait aucun moyen pour l'équipe norvégienne de savoir quand le président pourrait appuyer sur le bouton. Serait-ce dans quelques semaines, dans plusieurs mois ou dans 6 mois ou plus? Le C4 attaché au pipeline serait déclenché par une bouée sonar larguée par un avion à court préavis, mais la procédure impliquait la technologie de traitement du signal la plus avancée. Une fois en place, les dispositifs de temporisation différés attachés à l'un des 4 pipelines pourraient être accidentellement déclenchés par le mélange complexe de bruits de fond océanique dans toute la mer Baltique très fréquentée, provenant de navires proches et lointains, de forages sous-marins, d'événements sismiques, de vagues et même de créatures marines. Pour éviter cela, la bouée sonar, une fois en place, émettrait une séquence de sons tonaux uniques à basse fréquence, un peu comme ceux émis par une flûte ou un piano qui seraient reconnus par le dispositif de chronométrage. Et, après des heures de retard prédéfinies, déclencherait les explosifs. Vous voulez un signal suffisamment robuste pour qu'aucun autre signal ne puisse accidentellement envoyer une impulsion qui a fait exploser les explosifs, m'a dit le Dr Theodore Postol, professeur émérite de sciences, de technologie et de politique de sécurité nationale au MIT. Postol, qui a été conseiller scientifique du chef des opérations navales du Pentagone, a déclaré que le problème auquel le groupe était confronté en Norvège en raison du retard de Biden était une question de hasard. Plus les explosifs sont longtemps dans l'eau, plus il y aurait de risque d'un signal aléatoire qui lancerait les bombes. Le 26 septembre 2022, un avion de surveillance P-8 de la marine norvégienne a effectué un vol apparemment de routine et a largué une bouée sonar. Le signal s'est propagé sous l'eau, d'abord vers le Nord Stream 2, puis vers le Nord Stream 1. Quelques heures plus tard, les explosifs C4 de grande puissance ont été déclenchés et 3 des 4 pipelines ont été mis hors service. En quelques minutes, des flaques de méthane qui restaient dans les canalisations fermées pouvaient être vues se répandre à la surface de l'eau. Et ainsi, le monde apprenait que quelque chose d'irréversible s'était produit.